Alors donc dans la perception des odeurs, effectivement, la société, notre vie culturelle depuis qu'on est tout petit est super important et ça commence déjà dès les premiers jours dans nos familles. Et clairement, moi qui suis d'origine arménienne, dans ma famille arménienne ou alors dans les jeunes, dans les cités, quand je vais dans les cités, qu'il y a des jeunes maghrébins ou des jeunes africains d'Afrique noire, là il y a effectivement un contexte culturel avec des odeurs, avec des goûts qui sont spécifiques à la famille et effectivement ça marque pour le très long terme le cerveau. Et ce qui est intéressant, notamment en France, c'est qu'on a cette pluralité culturelle et qu'une fois qu'on est sorti de la famille, qu'on va à la cantine à l'école ou ensuite qu'on va dans des restaurants ou qu'on va chez Sephora sentir des odeurs différentes, notre cerveau va s'enrichir. Et c'est ça qui est important pour le cerveau, c'est d'avoir de l'expérience, c'est-à-dire de bouger, d'aller voir, d'aller connaître, d'aller discuter et d'aller sentir ou goûter. Par exemple, les personnes qui habitent à la campagne et qui sont plus proches de la nature vont avoir une sensibilité olfactive qui est meilleure que les gens qui habitent en ville. Alors ça peut s'expliquer parce que les nanoparticules que l'on a en ville, donc dans la pollution, vont vraiment atteindre le nez, c'est-à-dire tout au fond du nez, il y a des neurones qui sont là pour sentir les odeurs, mais qui sont fragiles. Or, avec la pollution des villes, évidemment, ça peut décaper ces neurones-là et diminuer la sensibilité des gens qui vivent en ville. Pour les préférences, on va dire, olfactives, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire appétitives par rapport à un aliment ou aversives par rapport à une odeur dangereuse, par exemple, qu'on peut rencontrer. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est une culture un peu continentale, c'est-à-dire, par exemple, le fromage, évidemment, français, il est vraiment senti d'une façon désagréable, par exemple, en Asie du Sud-Est, mais il y a plein de fruits d'Asie du Sud-Est que nous, on est incapable de sentir parce que ça sent vraiment les toilettes pour nous. Donc du coup, il y a une grande culture comme ça par continent, mais à l'intérieur, effectivement, comme vous le dites, d'un même territoire qui est pas immense comme la France, il y a aussi des habitudes alimentaires, olfactives qui sont différentes. Et dans le Sud, par exemple, je sors du fromage, mais on voit très très bien, même chez des personnes âgées, l'importance, par exemple, de l'ail. C'est-à-dire, dans la mémoire d'une personne très âgée, d'une personne centenaire, si on présente de l'ail, il va se passer plein de choses, des mémoires qui vont être ravivées, alors que dans le Nord, pas du tout, parce que c'est pas un aliment qui est consommé de façon régulière. Donc effectivement, le milieu de vie façonne le cerveau et façonne la perception sensorielle, notamment olfactive et gustative. Alors, chez les enfants, ces préférences alimentaires, olfactives et gustatives, ça se met petit à petit en place et c'est toujours lié à la richesse de ce que les parents vont présenter au petit parce que le petit, il explore par lui-même, mais il est un peu limité. Bon, il va marcher à partir de 2 ans, on va dire. Il va découvrir petit à petit le monde, mais c'est quand même les parents qui vont apporter en fait la richesse sensorielle. Donc du coup, c'est aussi aux parents de faire attention à cela parce qu'il y a des périodes, comme vous dites, de néophobie, c'est-à-dire où les enfants vont pas aimer certaines choses. D'ailleurs, souvent alimentaires, c'est là où on essaie de les forcer à manger des choses. Donc, forcer, de toute façon, un enfant ou n'importe quel être humain, forcer un cerveau, en fait, c'est jamais bon. Donc, il vaut mieux expliquer, il vaut mieux montrer. Par exemple, s'il y a un aliment qui est moins consommé par un enfant, il vaut mieux que le parent lui montre que lui-même consomme et il est content de le consommer. Et souvent, les enfants, en fait, agissent par mimétisme. Et donc, ils vont voir effectivement que les parents mangent cet aliment, qui sent peut-être pas très bon au premier abord, mais qu'ils ont un plaisir à le manger. Donc, il va y avoir effectivement, par le jeu de certains neurones qu'on appelle des neurones miroirs, la possibilité pour l'enfant d'agir dans ce sens-là. Mais il y a quand même effectivement une période incompressible sur la néophobie où l'enfant va se sécuriser, c'est-à-dire il va se dire j'ai une certaine palette de préférences alimentaires et gustatives et olfactives et je vais la garder pendant quelques années, typiquement de 2-3 ans à 7-8 ans. Et ça correspond en fait à quelque chose qui est ancestral, où l'enfant en fait qui va commencer à marcher et devenir indépendant va garder en fait une espèce de boîte à outils de préférence qui lui sont propres. C'est-à-dire il va s'individualiser et il ne changera ses habitudes que par rapport à sa relation avec les parents. C'est-à-dire c'est vraiment les parents qui font que l'enfant va être curieux par rapport à un aliment ou pas. Alors les odeurs du corps, c'est quelque chose qui est très très compliqué parce qu'effectivement les odeurs corporelles, ça dépend de ce que l'on sécrète, c'est-à-dire de ce que fabrique notre corps. Et évidemment, quand on est enfant, on n'a pas les hormones sexuelles et que quand on devient adolescent, un des grands changements, c'est la puberté et l'arrivée d'hormones qui peuvent
provoquer des odeurs fortes comme la testostérone. Et ce qui sent mauvais généralement, c'est l'interaction des liquides que l'on sécrète de notre corps avec les bactéries qui sont sur notre corps. C'est-à-dire si on prenait juste les odeurs de notre corps sans les bactéries, il n'y aurait peut-être pas une aversion forte par rapport à ces odeurs de transpiration. Mais c'est comme ça, et les bactéries ont un rôle de protection et de métabolisation des produits que l'on sécrète dans notre corps.